Dans les années 70, à l'université d'Aix, il y avait une équipe qui était partie à la recherche des documents écrits entre le XIIe et le XVe siècle, puisque vous savez qu'en Corse, il y en a très peu, pour ainsi dire pas. Malheureusement, ces enquêtes étaient tout à fait partielles et d'autre part, beaucoup de ces microfilms, à l'époque c'était des microfilms, aujourd'hui sont perdus, sont égarés. C'est pourquoi, avec ma collègue Vanina Marchi, nous avons décidé d'amplifier considérablement le champ d'enquête archivistique. Justement, le caractère anarchique de la documentation écrite pousse de plus en plus, chercheurs contemporains du Moyen-Âge corse, à explorer des domaines connexes, celui d'archéologie d'une part et celui de la toponymie de l'autre. On peut lire l'histoire à rebours, comme disait Marc Bloch, en puisant dans des documents plus tardifs, mais qui en fait reflètent des usages sociaux et agraires pratiquement de type médiéval. Donc nous avons lancé un vaste programme qui est une sorte d'encyclopédie sur la Corse médiévale à partir de la chronique de Giovanni della Grosse, chroniqueur né dans le sud de la Corse, dans le village de Grosse, en 1388 et mort vraisemblablement en 1464. Il y parle de la période féodale et il évoque le monde des châteaux, des seigneurs, de la violence féodale. C'est la première partie qui est la plus riche pour nous parce qu'elle nous fait entrer dans le monde des croyances populaires, des mythes, des légendes et de la culture populaire du temps. D'abord, je vais expliquer pourquoi on a choisi ce titre, les lieux de mémoire, puisqu'il y a plusieurs sens qu'on a voulu donner à cette expression lieu de mémoire. D'abord, ça faisait référence à la construction d'une mémoire mythique sur le Moyen-Âge de la Corse et un imaginaire médiéval qui s'est aujourd'hui perdu. Et c'est là qu'entrent en scène les historiens pour le réinterpréter et le faire découvrir au public. Vraiment, l'enjeu, c'est de montrer à quel point l'histoire de la Corse, pour être écrite, nécessite de croiser toutes les sources à notre disposition et nécessite un travail collaboratif entre archéologues, historiens spécialistes des documents écrits, historiens de l'art. La première section, qui s'intitule Traces matérielles, renvoie à une actualité de la recherche du point de vue de l'archéologie, de la vie dans les villages, des connaissances les plus récentes sur les habitats fortifiés. L'essentiel des sites du Moyen-Âge qui ont été fouillés ont livré des collections qui sont aujourd'hui conservées à Sartène. Donc c'était aussi pour ça qu'il nous a semblé intéressant de monter un partenariat avec le musée. Parce que c'est le rôle d'un musée de montrer ses collections à un public le plus large possible. C'est intéressant que les collections puissent venir jusqu'à Corté. Elles sont mises en perspective dans un nouveau propos qui est différent de celui du parcours permanent du musée où elles sont exposées. On a la lèvre de l'assiette, j'ai la ligne bleue sur la lèvre. Les collections qui sont ici sont issues de sites castraux de plusieurs sites de Corse. Alors dans les collections apportées, on a des objets de la vie aristocratique et des objets de la vie paysanne. Dans les objets de la vie aristocratique, on a des objets liés à l'apparat et au loisir. Alors on a aussi du mobilier qui est lié au combat et à la guerre, des objets liés à la cavalerie, on a un étrier, et puis des boulets, boulets de bombarde, carreaux d'arbalète et plaquettes d'armure. La deuxième section de cette exposition s'intitule « Figures humaines et héroïques ». Là, il s'agissait de parler plutôt des acteurs de cette histoire médiévale. Donc, ils sont parfois héroïsés par la chronique de Giovanni della Grosse et qui nous ont semblé être des personnages phares de cette histoire médiévale de la Corse. Donc, évidemment, on a commencé par expliquer qui était Giovanni della Grosse, qu'on a appelé un passeur de mémoire. Giudice di Cinarca, évidemment, Sambuco Ciudalando, Vincente Lodistria, Giampaolo di Leca et Rinuccio della Rocca. Et puis, on a voulu quand même laisser une place aux femmes, qui sont évidemment bien moins documentées que ces hommes héroïsés. Dans la Corse de la fin du Moyen-Âge, il y a des personnages aussi qui sont importants. Ce sont les officiers génois.
que l'on trouve à Bastia, qui devient capitale de l'île, que l'on trouve à Ajaccio, qu'on trouve en fait plutôt dans les villes littorales, et qui ont pu aussi, d'une certaine façon, marquer de leur empreinte le territoire. Enfin, la dernière section s'intéresse aux traces symboliques de cette période médiévale, des traces symboliques que l'on trouve d'abord avec certains personnages qui sont évoqués par Giovanni della Grosse et qui sont cette fois des personnages légendaires, inventés. Hugo Colonne, qui serait l'ancêtre fondateur de tous les seigneurs qui se disputaient la Corse pendant tout le Moyen-Âge. Son fils Cinarco, qui aurait donné son nom au château de Cinarca, qui est le centre symbolique, politique, le cœur battant de la Corse seigneuriale. Et puis Arrigo Balmeser, dont l'assassinat en l'an 1000 aurait marqué en fait la fin d'un âge d'or, le début du chaos et de l'anarchie féodale. Les traces symboliques, ce sont aussi des emblèmes, dont certains sont encore sur le drapeau. Donc on a traité justement de cette emblématique corse et génoise en Corse qu'on a mise en relation. Et puis l'exposition s'achève sur la question des lieux, de lieux qui étaient des lieux de commémoration au Moyen-Âge, des lieux de grandes assemblées où se réunissaient les chefs politiques de l'île, aussi bien les seigneurs que les chefs populaires, pour prendre des décisions importantes. Ils étaient choisis parce que c'est des lieux qui pouvaient accueillir des assemblées qui pouvaient réunir entre 4000 et 5000 personnes, mais qui étaient aussi des lieux qui commémoraient des événements mythiques. Alors ce qui a été très important pour cette exposition, c'est une exposition qui regroupe essentiellement des photographies de paysages, des photographies de sites, qui sont très difficiles à prendre. Il fallait vraiment un photographe de talent et on s'est tourné vers Loïc Colonne qui a fait l'essentiel des photos et qui a fait un travail remarquable. Il y a beaucoup de traces du Moyen-Âge aujourd'hui dans les paysages de la Corse, mais ce sont des traces qui ne sont pas forcément visibles pour les non-spécialistes. Alors ces traces, ce sont d'abord toutes ces églises et chapelles romanes, ce sont les châteaux. On estime qu'il y a environ 300 châteaux sur le territoire. À partir de la seconde moitié du XVe siècle, on a beaucoup plus de documents sur la Corse qui sont conservés dans le fond des archives de la Banque de Saint-Georges. Et on voit apparaître des documents tels que des plans, des lettres qui ont été écrites par des Corses. Donc c'est le début d'une documentation interne, donc des lettres écrites par des Corses aux Génois. Contrairement à ce qu'on avance souvent, il y a peut-être eu plus d'influence que ce qu'on pourrait penser de cette alliance aragonaise, de ce parti aragonais en Corse.